On se retrouve donc dans cette magnifique Villa Gilet à Lyon, avec cette fois-ci la présentation de la rentrée littéraire du Rouergue Jeunesse. J'accueille donc Ange Paquet, qui est responsable commercial pour le Rouergue, c'est ça? Bonjour Ange. Et Manon Hubert, qui est chargée de communication au Rouergue. Bonjour. Je vous laisse la parole pour introduire cette présentation. Vous aviez un petit mot, une petite annonce à faire passer. Oui, merci d'être venu aujourd'hui. Merci de nous suivre en ligne. D'habitude, traditionnellement, c'est notre éditeur des romans qui présente Olivier Pillet. Il vient d'avoir son deuxième garçon, donc on a décidé de prendre le relais. Là, j'espère que son petit est en train de faire la sieste et qu'il nous regarde. En tout cas, il vous passe le bonjour et il aurait beaucoup aimé être là, mais il pense à nous, je pense, actuellement. Et puis on profite aussi pour saluer Olivier Douzou, l'éditeur d'albums, qui nous regarde peut-être de son depuis Rodez. Depuis Rodez. Voilà. Et bien justement, on va commencer la présentation avec les albums, avec un grand nom du catalogue du Rouergue. C'est toujours un plaisir d'avoir une nouveauté de cet auteur. Cet auteur, c'est Christian Volz. Voilà, le nouvel album de Christian Volz. Il s'appelle Au travail et je vous propose, avant d'en parler, de regarder une petite animation. Voilà, ce haut travail disponible en librairie à partir du 28 août. Ange, on retrouve tout l'humour de Christian Volz et puis comme d'habitude, son goût pour mettre quelques petites notions un peu politisées, on va dire, en tout cas un peu engagées dans ses albums. C'est un peu ce qui fait sa marque de fabrique depuis pas mal d'années. En tout cas, là, il est très en forme. Ouais, tout à fait. C'est un plaisir de le retrouver. Voilà, tous les 2-3 ans, on a un album de Christian Volz et ça fait partie de ces auteurs qu'on trouve au catalogue depuis une vingtaine d'années et qui font partie des murs, vraiment au sens d'une maison, quand on entend maison d'édition, quoi. Et donc ici, ce projet est né de la fusion entre deux idées, de travailler d'un côté sur la genèse et d'un côté sur l'intelligence artificielle. Et c'est son éditeur, Olivier Douzou, qui l'a amené sur ce deuxième sujet. Je pense qu'il y a peut-être une partie un peu... autobiographique dedans ou après comment ça autobiographique? Ça veut dire que Christian écrit tous ses livres depuis le début avec des intelligences exactement. On ne le savait pas. C'est lui qui a inventé les ChatGPT. Non, je pense qu'après une vingtaine d'années, forcément, on essaie de trouver des nouvelles idées et quand on voit avec quelle facilité on met en avant aujourd'hui l'intelligence artificielle, ça pose des questions éthiques dans le monde de la création. Et ça nous traverse en tant que maison d'édition et je pense que vous aussi, libraire, vous êtes sensible à ces questions-là et donc là, il a le moyen de le traiter d'un point de vue vraiment littéraire, pour lui, c'est de faire une parodie de la Genèse où Ève ne s'appelle pas Ève mais s'appelle Nicole, où en fait Adam est créé mais un peu dans tous les sens, donc on retrouve les éléments de Christian Volz bricolés, qu'on réagence, etc. Vous avez vu avec les vidéos, ça fonctionne super bien et qui s'adresse dès les petits, quoi. Donc je trouve que c'est un album qui a vraiment cette grande force de traiter un sujet d'actualité avec des images qui sont innovantes, des images qui sont celles de Christian Volz et de personne d'autre.
Et je suis prêt à parier que dans les prochaines années, ce sera un thème qui rentrera dans les programmes pédagogiques très rapidement. Et ça, ce sera un album qui fera partie du fond et qui sera important parce qu'il parlera de l'intelligence artificielle aux enfants comme aucun autre auteur ne peut le faire. Et toujours avec cet humour. On continue dans les auteurs un peu devenus phares, plus jeunes, mais devenus phares de la maison, avec une autrice, cette fois-ci, qui s'appelle Sara Donati. Sara Donati, on l'avait découvert avec des albums comme Père Montagne ou Parler avec les arbres. Et c'est devenu, voilà, avec très peu d'albums, je trouve une autrice importante du catalogue. Et là, elle revient avec son nouvel album A et B. Et on va regarder une petite vidéo de présentation. Voilà, un album qui va parler, Manon, de fraternité, d'entraide, d'amitié. Oui, beaucoup. D'amitié, oui, c'est un thème qui tenait à cœur à Sara Donati, qu'on avait vu plus sur le lien personnel avec la nature sur ses premiers albums. Là, elle s'ouvre un petit peu à l'amitié. C'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé sur le lien, Sara Donati, le lien à la nature, en effet, avec Parler avec les arbres. Oui, pardon, vous m'entendez avec Parler avec les arbres, avec aussi Père Montagne. Là, on est vraiment dans le rapport à l'autre. Donc, on retrouve deux personnages, une oie, un hérisson. Au début, on ne sait pas trop qui est A, qui est B, d'ailleurs. Oui, on ne le sait jamais. En fait, justement, il y a un vrai jeu narratif autour de ça. On peut lire l'album des deux façons. Justement, on peut s'amuser avec les jeunes lecteurs à lire coup à coup. Imaginer que l'un est A, l'autre est B. Et donc ces deux amis, ils sont très liés, ils se retrouvent tous les matins pour prendre leur petit déjeuner et puis ils se quittent le soir pour rentrer chacun chez soi et puis on va suivre leur quotidien. Donc, comme tous les amis, ils s'amusent, ils jouent, puis des fois ils se disputent, souvent ils se disputent, ils sont pas... C'est ça qui est beau dans l'album aussi, il y a tous ces moments qui sont montrés en fait, que c'est pas du tout un long fleuve tranquille et qu'au contraire. Il y a des jours où ils ont plein de choses à se dire, où ils vont avoir des conversations super profonde, puis il y a beaucoup de jours finalement où ils vont parler plutôt de la pluie et du beau temps, puis des fois ils vont même pas parler du tout, ils vont juste contempler le paysage, parce que l'air de rien, dans cet album, le rapport à la nature, enfin la place de la nature, elle est encore quand même très présente. C'est ce qui fait vraiment la force. C'est vraiment ce qui fait la patte du travail de Sara Donati. Et donc là, vraiment, l'album se passe vraiment au cœur de la forêt, et la forêt est presque un personnage à part entière. L'album alterne entre des crayonnés, des petites scénettes comme ça, où on voit le quotidien très simple finalement des deux amis, et puis entrecoupé avec des grandes doubles pages à l'aquarelle, où là ça contraste avec ce quotidien très simple et la grandeur vraiment des paysages et de la nature. Et d'ailleurs, pour traiter cette histoire, elle a changé un petit peu son rapport aux couleurs. On voit des couleurs qu'elle utilisait peu, parce que quand elle parlait de la nature, on avait beaucoup ces teintes justement de la forêt, du vert, du marron, du orange. Là, on voit que pour l'amitié, elle a mis un petit peu de rose, un peu de jaune. Oui, puis il y a un vrai travail sur les saisons aussi, au fil en fait du coup, on suit le quotidien, les journées des deux personnages, et puis on voit évoluer, passer les saisons. Chaque double page est consacrée à une saison. Elle marque le passage d'une saison à une autre. On voit le paysage évoluer, et donc les couleurs évidemment changer au fil des saisons et des doubles pages. Un très bel album à découvrir donc à la rentrée au Rouergue Jeunesse. On enchaîne un petit peu avec les romans, parce qu'évidemment au Rouergue, il y a des romans pour les grands, mais aussi des romans pour les petits, avec À l'écoute de Thomas Gornet. Alors ça, c'est un auteur
pareil, qu'on a déjà vu dans la maison. Et il revient avec ce très très beau texte à l'écoute. On va regarder juste on va écouter une petite lecture et puis après on en parle avec Ange. Lui, il s'appelle Ilyes, il a 9 ans et il a un gros problème. Plus d'écran jusqu'à nouvel ordre. Il n'a plus le choix, il doit à tout prix se faire un ami. À l'écoute, une histoire de Thomas Gornet aux éditions du Rouergue. Voilà, il y a plein de sujets abordés dans ce petit livre, hein, dans la collection d'Akodak. Il est question évidemment des écrans, de la façon dont on gère ça en tant que parent, des rencontres, de la fraternité, de l'amitié qui se crée aussi un peu au fil du hasard, de l'autre, de la différence. Il a réussi à mettre tout ça dans ce petit bouquin, c'est assez fou ça, Ange, parle-nous un peu. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est un peu mon petit bonbon, quoi. C'est ce genre de texte junior où on lit ça en une petite heure parce que bon, on est des grands, donc on lit ça plutôt rapidement. Et après, on est tellement content, on se dit, c'était vachement chouette. Donc oui, Ilyes, il est un peu accro aux écrans, quoi. Bon, comme un peu nous tous. Voilà, c'est pas du tout un texte qui est moralisateur, en fait, au contraire. Et donc son psy lui dit, bon, si tu veux retrouver ton portable, va falloir que tu invites un ami chez toi, parce qu'il s'est un peu coupé du monde, malheureusement. C'est un peu clashé avec ses parents, du coup, quand même. De quoi ? C'est un petit peu clashé avec ses parents, c'est pour ça qu'il va chez le psy, quand même. Oui. Parce que bon, tout le monde ne va pas voir son psy pour parler de son portable à 10 ans, quand même. Non, mais ses parents cernaient qu'il y avait un problème. Ils se sont dit, bon, voilà, et puis donc cet ami doit venir chez toi, il doit laisser un message sur ton dictaphone. En fait, le psy lui donne un dictaphone et tous les jours, il laisse un message. Et donc le livre, en fait, c'est ce journal audio, quoi. Donc quand vous lisez ce livre, vous découvrez sous le ton de la confession le quotidien de Ilyes. Donc, et au début, il n'a pas du tout envie de faire ça. Non, on sent bien qu'il le fait. Quel enfer. Et c'est oh non, mon Dieu. Et puis on entend les parents derrière à table. On entend la petite sœur qui crie cacaboudin. C'est ça qui est assez fort, c'est qu'il arrive tout de suite à nous inclure dans l'histoire et dans ce qui se passe et dans le quotidien d'Ilyes. On est avec lui, en train d'écouter. Nous aussi, on a envie de savoir en fait ce qu'il va dire dans le dictaphone, le vieux portable de son père, je crois. Et en même temps, on a tout le quotidien de la famille qui va se décliner au fur et à mesure de l'histoire. C'est un texte tellement chaleureux et tellement intelligent, je trouve, sur cette notion d'attention, de faire attention aux autres qui sont autour de nous. Et en fait, on se rend compte dans ce texte que c'est pas seulement Ilyes qui est un peu déconnecté des autres, c'est aussi ses parents, des fois, qui ont des errances. C'est aussi son ami Boulmire qu'il essaye donc d'inviter chez lui, qui arrête pas de lui parler d'Harry Potter. Il en a marre d'Harry Potter, lui, Ilyes le pauvre. Je le comprends tout à fait. Et aussi, Olia, une petite fille qui est complètement enfermée sur elle-même quand dans un cocon, si bien qu'elle ne parle pas du tout. Et quand elle va se mettre à parler un peu avec Ilyes, sa mère va complètement s'effondrer, quoi, la mère d'Olia. J'avoue qu'on peut se faire cueillir un petit peu. Hein. On est là sur un petit texte léger, tout va bien comme ça. Et puis moi, tac, je me suis fait cueillir en émotion en 2 secondes à 20 pages de la fin. Là, je m'y attendais pas, j'avoue. Non, il y a beaucoup de justesse, beaucoup de simplicité, beaucoup d'ambivalence. C'est, je trouve, un texte littéraire de haute volée. Et ça me rappelle un peu, il y a 2 semaines, on fait une nouvelle édition de Tu parles Charles de Vincent Cuvelier. Et ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé un peu ce ton-là. Je trouve très, très juste à chaque fois. Puis Thomas Gornet vient aussi du théâtre. Et je trouve ces auteurs de théâtre qui écrivent des romans, on le sent tout de suite qu'ils ont le mot juste. C'est lui qui avait fait Le jour du slip. Oui. Qui était un titre quand même un peu phare aussi de la maison d'édition. Je porte la culotte. Oui, c'est ça. Anne Persin. Lui, c'était la partie. Mercredi, c'est sport aussi, qu'on a réédité début juin. En tout cas, un très beau texte qu'on vous conseille de lire chez Dakodak. Ouais. On va passer au plus grand. Et on change un petit peu de ton, je crois. Hein, on va dire, il y a un petit step là qui va être passé. Avec les 2 qui arrivent, vous allez voir. On revient à du bon dos à dos, noir, un peu cinglant, voilà. Et on commence avec Sorry Business de Jean-François Chabat.
Et avant d'en parler, on va regarder une petite animation qui a été faite autour de la couverture qui est vraiment très chouette. On l'a vu dans cette animation, si l'Australie peut nous paraître le pays des plages, du soleil, du surf et compagnie, très vite on comprend que Jean-François Chabat n'a pas du tout envie de nous amener là-dedans. Non, il veut nous montrer un peu la face cachée, celle dont justement on ne parle pas beaucoup et pas assez. Alors, il faut savoir que c'est un thème qui est hyper important pour Jean-François Chabat. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui le tient énormément à cœur. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu son œuvre, vous aurez remarqué, ça fait plusieurs fois qu'il situe ses histoires en Australie, en tout cas, ou qui parle du peuple aborigène. Dans le bouquin, il y a une introduction où il parle de ça. Et je crois que maintenant, vous vouliez nous en lire un petit extrait, il me semble, pour vous donner un petit peu le ton. On va rentrer dans le temps. Voilà. Pourquoi ce chaos dans les tribus? Cette violence démentielle. Démentielle est bien le mot, et c'est le but de l'explication. L'invasion britannique a traumatisé les tribus au-delà de toute mesure. Des gens puissamment armés, venant d'une culture diamétralement opposée à celle des aborigènes, s'en sont pris à eux avec une férocité bestiale. Je n'ai pas la place pour énumérer ici ce qui a été infligé aux natifs partout sur l'île, mais songez, je vous en prie, en termes d'individualité, plutôt que de penser en groupe indéfini. Pour échapper à cet enfer, beaucoup d'aborigènes se sont réfugiés dans l'alcool et dans les drogues, afin d'y trouver un oubli passager. Mais ces instruments, apportés eux aussi par les colons, sont aussi devenus une nouvelle plaie pour les tribus. L'invasion du pays a créé un atroce bouleversement dans des cultures vieilles de plus de 50 000 ans, chez des femmes et des hommes qui vivaient sur leurs terres avec leurs règles, leurs lois, leur conception du monde. Il n'y a guère de salut pour les tribus. Je voudrais que ce qui se passe dans Sorry Business soit une exagération. Ce n'est pas le cas. J'ai constaté à Tennant Creek, à Catherine, à Alice Springs et ailleurs de terribles tensions. Si la poudrière finit par exploser, les aborigènes seront une nouvelle fois accusés du pire. On réclamera moins de laxisme, plus de sévérité contre ces gens qui pourrissent déjà dans une hideuse misère économique et morale. Il semble que depuis mon premier séjour sur l'île il y a 7 ans, tout s'est encore aggravé. Donc, en effet, oui, Jean-François Chabat, il a fait plusieurs voyages. Il a vécu en c'est pas Australie. que des voyages, c'est-à-dire qu'il a vécu plusieurs mois en fait. Des très longs voyages où il a vraiment essayé d'être au plus proche des tribus aborigènes. Et vraiment, il essaie de porter leur voix, leurs paroles, non seulement en Australie, mais aussi dans le monde, parce que c'est un sujet effectivement dont on parle très peu ici. Et donc c'est pour ça qu'il se consacre maintenant, quasiment exclusivement son travail d'écriture à ce sujet-là. Alors ça c'est l'intention, mais dans ce roman-là, on est vraiment dans un acte romancier, c'est-à-dire que oui, voilà, c'est ça. Au service de cette intention, Exactement. Il va nous fournir un vrai thriller. Là, il cherche aussi à parler aux jeunes, et donc il va par le thriller, et il fait ça très bien. Voilà, pour reprendre le pitch un petit peu, voilà, on va suivre deux sœurs, Dakota et Winter, qui sont deux filles. La mère est très peu décrite, mais on comprend que c'est une famille quand même assez particulière, qui voyage à travers le monde, qui a l'habitude. Donc les deux sœurs sont complètement autonomes, et elles partent dans un trek donc, en Australie, et elles refusent de respecter toutes les lois, les considérations. Un sentier qu'elles n'auraient pas dû prendre. Elles partent sur un sentier interdit. Et puis tout de suite, en fait, on sent qu'il y a une certaine tension, puisque peut-être à la page 20, en fait, elles vont se faire agresser par... prendre en chasse, on leur tire dessus voilà. avec des flèches. Il y a un petit rapport avec le Guillaume Guéraud, d'ailleurs, je me souviens, le fameux, si vous vous souvenez, le voyage en bus qui finissait un peu mal. Alors, ça ne va pas aller jusque-là, mais par contre, la tension, elle y est. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une traque. Oui, dès le début, on est dans le côté tension, traqué. Et quand on lit l'introduction, on se dit, mais quel est le lien avec le peuple aborigène? Et en fait, il va arriver par l'objet d'un personnage. C'est ça.
c'est en fait du coup donc elles se font tirer dessus et puis elles vont elles essayent évidemment d'échapper à ceux qui les traquent et finalement elles sont rattrapées par 2 hommes qui leur injectent, leur font une piqûre et elles vont perdre connaissance et elles se réveillent. Elles ne savent pas vraiment combien de temps elles sont restées inconscientes. Elles se réveillent, elles comprennent vite qu'elles ne sont pas du tout au même endroit où elles ont été kidnappées parce qu'elles voient bien que la nature l'environnement n'est pas du tout le même. Mais elles sont en pleine nature, elles sont complètement nues, elles ne savent pas où elles sont, elles n'ont plus aucun vêtement, plus d'eau, plus de nourriture. Et elles n'ont évidemment aucun code pour survivre, même si effectivement elles ont un côté un peu aventurière, forcément en pleine nature, sans eau, sans nourriture. Elles ont perdu tous leurs repères et elles comprennent vite qu'elles sont condamnées. Sauf qu'elles vont justement rencontrer un personnage, un jeune garçon aborigène, qui va être leur salut, à la fois qui va vraiment les sauver finalement, mais aussi leur raconter, les confronter on voit à toute son l'incompréhension justement entre ça. ces jeunes filles issues du monde occidental et ce jeune garçon. C'est leur seule façon avec de toute la survivre rancune qu'il a aussi. Exactement, et elles vont être confrontées à la fois à son histoire, à sa colère, et puis aussi à leur propre indifférence à elles, parce que ça fait quand même déjà plusieurs semaines qu'elles voyagent en Australie au moment où elles sont kidnappées, et elles ont vu les aborigènes sans les voir, en fait. Effectivement, des individus presque un peu dérangeants qui cassaient un peu le côté carte postale. Il le décrit très bien, ça, d'ailleurs, voilà. parce que d'ailleurs, il raconte vraiment le rejet aussi des Australiens blancs face à ces gens qui sont maintenant, pour beaucoup, dans des situations d'alcoolisme, de drogue, et des choses comme ça. Donc, en gros, il explique bien combien, s'ils pouvaient disparaître, ça ferait presque du... Tout le monde serait content, quoi, dans le peuple australien. Même ceux qui ne le diront jamais et qui le racisme un peu sous-jacent qui est présent partout. Il serait bien content si... on pourrait parler de ce bouquin pendant des heures, mais je pense que le temps tourne. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que c'est bien une fiction, c'est bien un roman. Cette traque, elle est très forte, on est tout de suite prêt avec les personnages. Et le côté engagé arrive par derrière, c'est la force en fait, de Jean-François Chabat, je trouve, d'arriver à exprimer des idées, mais sous fond d'une vraie narration, quoi. Complètement. Très bien, j'espère qu'on vous a donné envie. Et on va enchaîner avec un autre livre qui n'est pas totalement gai non plus, n'est-ce pas ? C'est le nouveau livre de Romuald Giolivo qui s'appelle Pur sang. Et de la même façon, on va regarder une petite vidéo qui nous présente, qui nous donne un peu l'esprit du livre. Et là, on se dit, un livre sur les chevaux, ça va être bien, ça va être doux, ça va être magnifique. On va faire de l'équitation. Et en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Il y a Olivier qui nous racontait une petite anecdote de comment vous aviez reçu ce texte chez vous, en fait. Et j'aime beaucoup cette anecdote, j'aimerais bien que vous nous la racontiez. En fait, justement, à la base, donc, Romuald Giolivo, il a publié pas mal chez l'École des loisirs. Et il a eu une BD récemment qui a bien fonctionné, Le dernier jour d'Howard Philip Lovecraft. Là, ce roman-là, à la base, était une commande en fait, d'un grand groupe d'édition jeunesse qui lui avait commandé un roman équestre. Et donc, pour le coup, un vrai roman équestre de base, où ça se passe bien. Voilà, exactement. Et là, on n'est pas vraiment dans les petits poneys.
sans que ce soit prémédité, il n'a pas pu s'en empêcher. Il a écrit finalement un contre-roman équestre. Là, on est plutôt dans une ambiance Black Swan de l'équitation, quoi. Moi, j'ai résumé ça sur mes notes en disant et si Guillaume Guéraud écrivait un livre sur les poneys, qu'est-ce que ça pourrait donner? Mais Romain Giulio le fait très très bien aussi. Hein. On est vraiment dans cet esprit-là, c'est extrêmement noir. Donc il y a le fond effectivement sur l'équitation. En fait, on suit un jeune adolescent. Lucas qui part en fait faire un stage d'équitation en Italie, un stage très prestigieux. Alors lui, à vrai dire, il va plutôt là-bas plus pour échapper à ses parents et aux vacances en famille. Il est un peu désintéressé lui quand même. Voilà, il est très nonchalant hein, comme personnage dès le début. Lui, l'équitation, il en fait depuis toujours parce que son grand-père était un féru d'équitation, donc depuis son enfance, il l'a vraiment initié. À l'art équestre, quoi, et il est plutôt bon cavalier, même très bon cavalier, puisque ce sont un peu les meilleurs cavaliers du monde qui sont sélectionnés pour intégrer ce prestigieux et très coûteux stage d'été. Et puis, et donc il va arriver là-bas et le stage se fait auprès d'une grande figure de l'équitation, un personnage qui s'appelle Janus, voilà. Qui est un peu une figure à la Bartabas, un peu, qui est le fondateur du théâtre Zingaro, vraiment une grosse star de l'équitation, et qui en fait est un personnage complètement tyrannique, et on va suivre son... Ça rejoint d'ailleurs le milieu du sport. Enfin, moi, je l'ai lu aussi avec ce rapport des entraîneurs sportifs hyper influents sur des jeunes sportifs ou sportives un peu faibles. Et là, on a vraiment ça, je trouve. Il va avoir une emprise sur les enfants qui rappelle un peu justement l'emprise entre le rapport de l'homme à l'animal. Là, il va produire un peu ce rapport de domination sur les enfants qu'intègre son stage. Et là, on est pris dans une spirale un peu infernale où on sent que la violence monte, et puis l'ambiance est complètement asphyxiante. C'est ça, parce que c'est un roman qui est assez court finalement, et avec une montée en tension qui est continue. Et on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Et on a un peu peur. Ouais, on a peur jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. C'est ça, exactement. Puis il y a vraiment toute une réflexion quand même sur l'emprise. C'est vraiment un roman qui parle plus d'emprise que d'équitation, justement. Qui rappelle un peu, d'ailleurs, moi ça m'a fait penser à la série Petit Renne sur Netflix là, qui a eu pas mal de succès. Il y a toute cette question, parce que justement, comme dans la série Petit Renne, on est face à un personnage là, qui est vraiment assez détestable. Hein, Mais en même temps intriguant, en même temps attirant, en même temps on sait que c'est lui qui est le... Enfin, il a ce côté quand même, il a du pouvoir, quoi, et il s'en sert. Au-delà de Janus, il y a aussi ce héros, Lucas, qui est quand même très, très ambivalent. Il est à la fois victime et va devenir quand même assez rapidement bourreau. Et puis on voit aussi comment l'emprise se met en place. On comprend que lui, il a déjà été justement sous emprise par un autre adulte dans son passé. Et comment pas tout dire. Car vous l'aurez compris, c'est un livre dont on ressort un peu marqué, qui se lit extrêmement vite. Un bon livre du soir, si vous ne voulez pas dormir, c'est parfait, quoi. On va continuer la présentation des romans. Là, vous me dites, mais il n'y a que des dos à dos noirs, il n'y a pas un petit épique là qui va... Eh bien si, justement, il est là. C'est Le sang d'encre de Néna Labussière. Alors Néna Labussière, c'est une autrice qu'on ne connaît pas, on va en parler tout de suite, mais avant cela, on va regarder une petite vidéo. Il faut toujours écouter Marine Carteron. Donc, d'ailleurs, une petite anecdote, je crois, à partir de à travers ça. C'est sur
En fait, Marine, elle lit des fois des manuscrits pour nous quand Olivier est sous l'eau, qu'il y a trop de manuscrits. Donc, voilà, elle lit très, très, très rapidement, Marine. Et donc, elle est tombée sur ce manuscrit et a dit à Olivier, franchement, positionne-toi rapidement dessus, sinon, voilà, un peu dérapace les éditeurs. Donc on se dit vite, faut prends-le pour toi. et ouais, ce livre a vraiment plein de promesses. C'est une primo-romancière avec, je pense, un talent fou. Marine la comparait à Pascal Kivigère parce qu'il y a ce roman choral avec beaucoup de personnages, avec des descriptions foisonnantes, avec une langue qui est extrêmement colorée et riche. Je pense que c'est ça qu'elle entend par cela. Puis bon, la comparaison à Game of Thrones, même si c'est pas Game of Thrones qui a inventé ce type de trame narrative, mais le fait qu'il y ait une peste voilà, qui sévit au hasard et qu'il y ait du coup il y a une course au trône qui s'engage parce qu'il y a l'instabilité politique. Alors justement, ce sang d'encre, il vient d'où? Racontez-nous en deux secondes. Ce sang d'encre, en fait, c'est une maladie qui se développe sur la peau, quoi. La peau, elle est craquelée et de ces craquelures émerge un sang et un sang bleuté. Donc ce sera en 2 volumes. Et d'ailleurs, le 2e volume, alors là, notre éditeur est aussi Charlotte, notre assistante édito, ils se sont régalés sur la fabrication, comme ils aiment beaucoup faire sur Epic. Donc là, vous verrez les livres dans les sacs. Donc c'est un blanc bien blanc, et un bleu bien bleu. Non, avec un beau pelliculage en fait. Voilà, il va y avoir donc ça fait un très beau contraste. Et le 2e volume, ce sera on va dire l'oiseau prendra son envol, mais ce sera dans on va dire dans le contraste inverse. Voilà, bleu et le titre et l'oiseau bien blanc, comme vous l'avez compris. On a bien compris le principe. Donc c'est un beau petit pavé de 500 pages qui est un roman fleuve, quoi. On se lance dedans. On parlait du travail de Pascal Kivigère, on est vraiment dans cette filiale-là, c'est-à-dire que c'est une jeune autrice qui nous installe tout de suite dans un univers très très fort. Et là, on est au meilleur de la fantaisie, j'ai envie de dire ça, on a vraiment très très envie de suivre l'histoire. On est pris, on est happé par ces 600 pages et on ne les quitte pas du tout, quoi. Ouais. Et aussi, je pense, la spécificité de aussi ce roman, c'est la palette de personnages et la diversité aussi, l'inclusivité que Néna Labussière a développée. C'est à la fois des personnages qui sont des archétypes, mais qui sortent aussi de ces archétypes. La princesse, pas seulement la princesse qu'on a tous en tête, des contes, etc. C'est une princesse qui a énormément de caractère. La guérisseuse, pareil. Le prince, c'est un prince qui a une sensibilité qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je pense que la richesse et ce qui va plaire aussi au lectorat et ce qui va renouveler leur intérêt pour voilà, ce type d'ouvrage de fantaisie médiévale, c'est aussi ce vent de fraîcheur qui a beaucoup marqué son éditeur. C'est la première chose dont il m'a parlé quand il m'a présenté ce roman. Et aussi, j'aimerais finir sur le fait qu'il y a aussi toute une mythologie, tout un univers qui est développé autour de ce royaume des terres mêlées, qui va amener, surtout dans le 2e volume, bon, je ne l'ai pas encore lu, donc je crois son éditeur sur parole, ça va amener voilà, toute une mythologie autour de fées, avec beaucoup voilà, de magie. Donc pour ceux qui me disent « j'adore Pascal Kivigère, mais s'il y avait un peu de magie quand même, ce serait pas mal. Hein. » Là, on l'a. Voilà, là, vous l'avez, là. Donc je pense que vous avez l'opportunité aussi de faire émerger une nouvelle voie dans la littérature de genre française. Et si, juste 2 mots sur Néna Labussière, justement. C'est quelqu'un qui vient de... C'est une libraire. Donc, voilà, vous êtes obligé de la défendre corps et âme et de faire des piles jusqu'au plafond. Hein. Voilà, en tout cas, on vous incite vraiment à le découvrir parce que c'est un vrai coup de cœur. Moi, je ne suis pas un très grand lecteur de fantasy. Ça fait plusieurs fois que je me fais cueillir à chaque fois par des bouquins de chez Epic, comme quoi je devrais peut-être en lire plus. Merci beaucoup. Et on va finir cette présentation du ROERG avec un livre un petit peu particulier. Et pour cela, je vais demander à Julie Giraud de nous rejoindre. Julie, vous êtes éditrice, hop, il y a un micro qui est juste ici. Vous êtes éditrice, alors pas forcément pour les enfants justement, plutôt sur tout ce qui est livres illustrés. Oui, voilà, moi je suis éditrice de livres illustrés au ROERG. Et vous venez nous présenter un livre de cuisine, mais qui nous donne trop envie. Bah oui, c'était un peu l'objectif. Ce livre s'appelle Ripaille et Marmaille de Victor Coutard, et on regarde une petite vidéo, puis on en parle tout de suite après. Très bien.
Ripaille et Marmaille. C'est le titre du livre. Oh là là, ça donne trop envie. J'adore le banana bread, surtout quand c'est ma maman qui le fait. C'est des œufs roses. Comment t'as fait? Les pastas de pasta. Oh, j'adore ça. Comment ça s'appelle déjà? Pavlova? C'était une pavlova, mais fallait le dire plus tôt. Oh là là, des schtroumpfs fondus, j'adore ça. Tu pourras en refaire. Ripaille et Marmaille. Le nouveau livre de Victor Coutard. Des photos trop belles de Rebecca Jeunet. Un livre avec plein de recettes hyper faciles. Que des trucs qui nous font plaisir. Il y a quand même des légumes aussi. Il est aussi pour les parents ce livre. Parce que parfois, ils sont aussi un petit peu des enfants, des fois, les grands. Et oui, je crois que Alors tout est ça, dit. ça donne envie. Alors, Ripaille et Marmaille, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces auteurs déjà, et puis de ce livre qui va se situer en fait entre plusieurs rayons. On peut le mettre tout à fait en cuisine adulte, mais il peut tout à fait avoir sa place dans les rayons jeunesse. Oui, en fait, c'est un livre que Victor a écrit pour ses enfants et avec ses enfants. Donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de le présenter aujourd'hui. C'est que c'est un livre de recettes à faire en famille. Et il se trouve que la petite fille qu'on entend, c'est la fille de Victor, Olive, qui a largement... On entend l'accent un petit peu. Les roses, les œufs roses. Pourtant, ils sont parisiens. Comme quoi, c'est pour ça qu'ils sont publiés chez Horwath. L'esprit de Rhodes qui est toujours là. Et en fait, oui, l'idée est venue d'un constat d'échec de la part de Victor, qui est plutôt quelqu'un qui est rédacteur en chef de Regain, qui est quelqu'un qui passe son temps à parcourir les marchés en France, à faire des portraits de chefs, de producteurs, qui aime beaucoup manger, qui s'intéresse beaucoup à l'alimentation. Et il se trouve qu'il a une difficulté folle à nourrir correctement ses enfants. Voilà, un jour, il a dû s'avouer qu'elle ne pouvait manger que du jaune. Donc, en gros, ce qu'il disait, c'est des frites en entrée, pâtes en plat et glace aux cookies en dessert. Et que ça se transformait en pugilat systématiquement et qu'il n'avait aucun moyen de contenter tout le monde et de faire en sorte que l'assiette soit terminée. Donc, de guerre lasse, il a décidé de cuisiner ce qui leur faisait plaisir, mais en le faisant soi-même et surtout avec elle, et en contrôlant la qualité des produits, la quantité de sucre notamment. Voilà, donc c'est le point de départ de ce livre, c'est ça. C'est vraiment de nourrir ses enfants, en fait. C'est déjà une belle ambition, j'ai envie de dire. Et puis surtout de s'amuser avec eux aussi, parce que il y a les photos qui sont, il y a un très très beau travail de photographie. Vous pouvez nous parler de Oui, en fait, c'est des photos qui ont été faites par Rebecca Jeunet, qui est une très bonne photographe culinaire et qui a en fait, encore une fois, a travaillé de près avec la famille de Victor, parce que les photos ont été, les plats ont été préparés. Ce sont aussi les enfants de Victor qui sont. Exactement, c'est la fille aînée. Ah oui, mais c'est eux qui ont édité le livre aussi, en fait, non? Presque. Vous travaillez les enfants. C'est ça, ouais. Non, en fait, les plats ont été préparés pour des raisons à la fois on voulait vraiment que ce soit faisable, en fait, que ce soit faisable par tout le monde, y compris par des familles lambda comme la mienne, la vôtre, voilà. Et donc, ils ont travaillé chez eux, fait avec leurs enfants, et les photos ont été shootées par Rebecca chez eux. Et les enfants étaient là, évidemment, pour se régaler. Donc, voilà, c'est une très bonne photographe qui a vraiment travaillé sur un graphisme et un stylisme assez pop, avec des fonds colorés, avec des plats un peu vintage, comme ça, avec une touche un peu acidulée. Voilà, on s'est beaucoup amusé. Moi, j'étais présente sur quelques prises de vue et c'était un régal de l'avoir travaillé. Et du coup, ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment un livre qui pourra aller dans plein de rayons différents. C'est le jeu aussi de pouvoir le positionner un petit peu. Oui, exactement. C'est un livre pour les parents et les enfants. Donc, c'est aussi un livre qui s'adresse aux enfants, avec une partie dans chaque recette qui décrit les étapes que les enfants peuvent réaliser eux-mêmes, les petits en l'occurrence plutôt, parce qu'ensuite ils peuvent se débrouiller. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de partager un moment en cuisine ensemble et à table aussi, retrouver quelque chose de serein, d'agréable autour de plats qui font plaisir à tout le monde, en fait. Je crois que ça nous donne très envie. Moi, j'ai très faim maintenant. C'est un peu le problème. La mousse au chocolat, là. La mousse au chocolat, ça donne envie. Hein. Ouais, bon. Je crois que c'est pas mal pour finir sur cette présentation du Vorag. Merci beaucoup d'avoir fait cette présentation avec nous. De la même façon, on va faire le changement de plateau et on se retrouve dans une petite minute pour la présentation, cette fois-ci, des éditions Thierry Magnier.